Je m'appelle Morgane, j'ai 34 ans et j'ai un body count de plus de 100 personnes. Quand je vais en soirée, j'ai plusieurs hommes potentiellement qui sont attirés par moi. Je vais le faire cracher le plus rapidement possible et je rentre à la maison. Ça m'a valu des pneus crevés, la voiture fracturée. Ça a été violent, hein. Mais ça aussi, c'est le prix d'une femme libre. Ok, t'es prête? Ouais. Salut Morgane. Salut Ben. Comment ça va? Ça va, je suis un petit peu stressée, mais ça va, ouais. Non, franchement, ça va très bien se passer. Moi, je suis trop content que tu sois là. Pour remettre dans le contexte, tu m'as envoyé un DM sur Insta il y a quelques mois. Ouais. Pour me dire, j'ai très envie de parler du body count. Ouais. Et c'est vrai que moi, body count, c'est un terme en fait que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Je crois que c'est très générationnel et c'est pas notre génération parce qu'on a le même âge. Et moi, j'ai découvert ce terme-là avec des générations plus jeunes et surtout, il y avait une espèce de trend un peu autour de ce sujet-là. De prime abord, je me suis dit, ah ok, ça peut être intéressant d'en parler. Et du coup, je me suis demandé quel était ton parcours. Et toi, tu m'as dit, bah écoute, moi, en vrai, j'ai un body count de plus de 100. Ouais. Ouais. Comment t'arrives à compter? Et à partir de quand t'as arrêté de compter aussi? Mais effectivement, c'est une très bonne question parce que je dis plus de 100 parce que je ne sais pas quel est le chiffre exact parce que au bout d'un moment, c'est pas une question de nombre aussi, c'est une question d'expérience, de parcours de vie. Pour être complètement transparente avec toi, j'avais même un carnet où je gardais mes conquêtes et comment ça s'était passé, etc. Et c'est en ça fait, que je voulais savoir. Je voulais savoir s'il y avait un journal intime. Il y a eu un journal intime, mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un petit peu cringe quand même. C'est un petit peu cringe de faire ça, et donc je l'ai détruit. Et depuis, en fait, le nombre était plus une question pour moi. J'aimerais qu'on revienne à la base. Comment toi tu découvres ta sexualité? De base, j'ai une famille pleine d'amour. Ma maman est infirmière et donc du coup le sujet de la sexualité n'a jamais été tabou. À 4 ans, je savais ce qu'était une vulve, un pénis. J'ai 5 frères et sœurs. Et ils ont entre 18 et 13 ans d'écart. Et donc vers 8-9 ans, mes sœurs, elles m'achetaient des livres sur la sexualité, mais adaptés à mon âge. Et je les ai vues avoir une vie sexuelle débridée et sans que ce soit un problème ou un tabou ou quoi que ce soit. Et j'ai été élevée par une maman qui me disait toujours, l'amour, ça se fait quand on aime fort quelqu'un. Voilà, c'était la prérogative. Il fallait que j'aime très très fort cette personne. Et du coup, ma première fois, ça s'est fait avec mon premier amour, à l'âge de 16 ans. Lui aussi, j'étais sa première fois. Et on est restés 3 ans ensemble. On s'est séparés parce que l'envie de connaître autre chose me titillait. Sexuellement? Sexuellement. Okay. Ouais. Et donc, je suis quelqu'un de très fidèle, très loyal, donc je trompe pas, j'ai préféré le quitter. J'étais avec quelqu'un d'autre. On a encore vécu une histoire de 3 ans ensemble. Lui avait eu une dizaine de partenaires avant moi. Et pendant toute notre relation, j'ai nourri une jalousie. Mais une jalousie. J'en étais au point d'être jalouse des gens des femmes qui étaient à la télé. Enfin, vraiment, j'étais ultra jalouse parce qu'il avait eu d'autres femmes que moi et plus de femmes et je l'imaginais avec ses anciennes conquêtes. Et quand on s'est séparés, l'une de mes réflexions a été plus jamais. Et pour que je ne sois plus jamais jalouse, il faut que je sache ce que c'est, en fait, de multiplier les partenaires. On s'est séparés un été, l'été 2013, et à partir de cet été-là, j'ai fait la fête. Ah, c'est le début du carnet, ça? Ça a été le début du carnet, effectivement. Le début de ma vie sexuelle débridée et concomitante avec aussi l'alcool, la fête, les sorties. J'étais à Bordeaux, il faisait beau, on était sur les quais. Et j'ai découvert que je plaisais beaucoup aussi. Et ça a été un jeu incroyable. J'ai découvert le pouvoir de la séduction. C'est un vrai pouvoir. Et en fait, je l'ai trituré dans tous les sens et voir comment ça fonctionnait. C'était une période, en fait. C'était une période et sans aucun regret. Cependant, il m'a fallu du temps pour l'accepter. Parce que même déjà, il y a 10 ans de ça, c'était mal vu une femme qui avait une sexualité débridée, ou si ce n'est débridée, au moins libre. De suite, c'était la nymphomanie. Ce mot-là, on n'entend plus trop parler des nymphos, mais... Non, c'est vrai. Mais il y a 10 ans de ça, j'aurais pu entendre ce genre de terme à mon égard, sauf que c'était
pas le cas en fait. Encore une fois, j'étais juste une jeune femme qui découvrait le pouvoir qu'elle avait sur les garçons et qui voulait en user, en abuser. Et puis il y a juste le plaisir de j'aime le sexe, j'aime découvrir des corps, j'aime tout le jeu de la séduction avant, j'aime les anecdotes après parce qu'il y en a des anecdotes. En plus, j'étais dans un groupe d'amis où on était tous dans le même mood. Tu parles de nymphomanie et tu vois, moi je me suis posé la question déjà de qu'est-ce que c'est, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup et on a tendance à dire justement dès qu'une fille couche avec plein de gens, ou en tout cas qu'elle aime le sexe, on dit direct la nymphomane, tu vois. Ouais. Donc je me suis renseigné et en fait c'est assez flou finalement ce qu'est la nymphomanie, parce qu'on parle d'hypersexualité pathologique. Et en fait, il y a 5 points qui s'en dégagent. Et je te propose qu'on regarde ensemble les 5 points. Vas-y. Et comme ça, tu vas me dire si toi, tu te retrouves dedans ou pas du tout. On fait un test de pureté. C'est exactement ça. Le premier point, c'est les pensées sexuelles envahissantes. Tu n'arrives pas à te concentrer sur autre chose que le sexe et t'as une obsession constante pour les relations sexuelles, la masturbation et le porno. Ok, c'est non. Déjà, non, c'est clairement fait. pas. Non, bien sûr que non, j'ai d'autres choses à penser dans ma vie. La deuxième, c'est la perte de contrôle. Tu peux pas résister à l'envie d'avoir des rapports ou à te masturber, et faire du sexe devient un besoin vital au point d'en souffrir si c'est pas satisfait. Ah ouais, non. Mais là, oui, c'est accro au sexe en fait, ce que t'es en train de décrire. Ouais, c'est ça, au point d'en avoir une vraie souffrance en fait, quoi, Oui. que ça devienne le sujet central de ta vie, quoi. Le troisième point, c'est l'impact sur la vie quotidienne. Tu négliges tes obligations, travail, famille à cause de la sexualité. Non. Le quatrième, c'est les prises de risques. Tu recherches des situations sexuelles extrêmes ou dangereuses. Il y a un espèce de truc de toujours plus, et même un truc des fois de pas se protéger parce que c'est sous l'effet d'une pulsion. Ah oui, ok, non. Et la cinquième, c'est la détresse émotionnelle. T'as l'impression d'être esclave de tes pulsions, et ça crée souvent un isolement social, détérioration des relations amoureuses. Alors ça, pour être tout à fait franche et honnête avec toi, au bout d'un moment, dans cette période faste de sexualité libre, j'étais rentrée dans un mécanisme où si je passais une soirée sans rentrer avec un mec, c'était une mauvaise soirée. Là, du coup, on peut un peu rentrer dans le point 5. En revanche, je veux rebondir sur ce que tu as décrit là. C'est ce qu'on appelle maintenant l'addiction au sexe. Ça a commencé avec Tiger Woods à l'époque. C'était le premier vraiment avec qui on a commencé à parler de ça. Et c'était un homme. La nymphomanie est un nom commun qui est attribué aux femmes. Encore une fois, on est encore sur un terme qui vise à pointer du doigt les ovariennes, alors qu'à un moment donné, il y a juste une addiction au sexe pathologique, et ça concerne les hommes et les femmes. Point barre. En fait, mes intentions, c'était simple. C'était soit on s'amusait, soit il me plaisait plus, et dans ces cas-là, j'étais ok pour partir sur peut-être une relation de sex friend ou quoi, soit je tombais amoureuse et dans ces cas-là, on pouvait créer une relation. En revanche, du côté des hommes, mais ça je l'ai su des années après, il y en a certains qui avaient juste une intention malsaine à mon égard et qui n'ont pas hésité par la suite à colporter des rumeurs à mon sujet, mais des trucs sales, hein. Des années après, ça racontait qu'on me pissait dessus, ce genre de choses, hein. Vraiment, ça a été loin. Et Dieu merci, encore une fois, je n'étais pas au courant. Finalement, le silence m'a protégée. Il y a certaines rumeurs qui viennent d'hommes avec qui j'ai couché, mais il y en a aussi qui viennent d'hommes à qui j'ai refusé aussi les avances. Ça m'a valu des pneus crevés, la voiture fracturée, mes affaires mises dehors, ils ont pissé dessus. Enfin, vraiment, ça a été violent. Hein. Ça a été violent. Mais ça aussi, c'est le prix d'une femme libre. Moi, le premier truc que je me dis, c'est que plus on pratique une activité, plus on devient expert. Of course. Est-ce que tu t'es rendu compte, plus t'avais de relations sexuelles, que t'avais peut-être plus de facilité à toi prendre du plaisir et à donner du plaisir? En fait, c'est surtout que dès la phase de séduction, je savais à quel type d'homme j'avais affaire dans la sexualité. Je recherchais un type d'homme en particulier. Pour être tout à fait franche, je suis quelqu'un de soumis, et donc je cherchais quelqu'un qui pouvait me dominer. Et dans la séduction, je le sentais déjà. Je pense que ça m'a aiguisé le radar à dominant. On va dire ça comme ça. Mais il y a un peu cette notion, de facilité à se déshabiller, par exemple, ne serait-ce que se mettre nu devant quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde d'y aller avec facilité. J'ai vraiment senti que plus j'étais à l'aise avec moi-même, plus j'étais libre dans mon corps, libre dans mes désirs, et plus l'autre se permettait d'être libre
également avec moi. Et je pense que c'est ça qui fait que c'était chouette à chaque fois, c'est qu'on se sentait dans une bulle de confiance, et c'est là où ça fait d'autant plus mal quand j'entends par la suite que certains avaient des mauvaises intentions et qu'ils parlaient derrière mon dos. C'est que en fait sur le moment c'était chouette ce qu'on a vécu, et donc t'es en train de tout gâcher. Sinon, oui, je pense qu'il y a une notion, je dirais pas experte, parce que chaque corps est différent et chaque état d'esprit, chaque relation, ça change, mais il y a une facilité à se mettre à nu et à instaurer une relation de confiance. C'est quoi qui te motive le plus dans le sexe? Le plaisir, je crois. Franchement, non, c'est bête et méchant, mais oui, il y a cette notion de plaisir physique et puis de créer une relation. Tu peux paraître tout ce que tu veux, tu peux mettre les vêtements que tu veux, tu peux jouer le rôle social que tu veux. Quand t'es nu face à moi, tu peux plus jouer, mon chéri. Ça marche plus, en fait. Donc ça me plaît, en fait. Ça me plaît beaucoup. Tout à l'heure, tu me parlais d'anecdotes à raconter, que ça fait plein d'histoires à raconter derrière. Ouais. Est-ce que dans les trucs positifs, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont agréablement surpris? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Ouais, non. Est-ce que ça veut dire que les hommes sont pas très surprenants, finalement? Bah ouais, je crois, hein. Alors, est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est nos relations qui sont vraiment ultra normées maintenant à cause des représentations peut-être culturelles, pornographiques mais oui, il y a quand même une espèce de norme qui s'est installée, surtout dans le cadre, comme je te le disais, des rencontres de soirée. Finalement, on respecte un schéma plus ou moins normé. Ouais, sur un coup d'un soir, peut-être que tu te sens moins à l'aise à expliquer tes kinks les plus profonds ou à te sentir 100% à l'aise dans la sexualité. Peut-être. Ou alors, je pense qu'il y a de temps en temps, c'était plus l'inverse. C'est-à-dire que comme je savais que toi, je te reverrais qu'une seule fois, je me laissais aller complètement. On peut le voir aussi comme ça. Mais en revanche, de là à être surprise, non. Tout ce que je dis, je suis hétéro. Donc, tout ce que je dis, c'est très hétéronormé. Oui, dans les plus de 100 partenaires, il y a aucune femme. Aucune femme. Non, aucune femme. Ça ne m'attire pas du tout. Est-ce que la sexualité, ça t'a appris aussi des choses sur toi, mais au-delà du sexe? Oui. Déjà, tout à l'heure, je parlais du pouvoir de la séduction. Dans toutes les relations sociales, il y a une part de séduction. Tout est beaucoup plus facilité quand on est avenant, aimable, souriant. Après, ce que ça m'a appris aussi, c'est gagner confiance en moi. Énormément. Que ce soit physiquement, déjà, la confiance au niveau du physique, parce que c'est tout bête, hein. Mais par exemple, j'étais complexée sur ma poitrine. C'est une poitrine qui est en forme de poire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les représentations. Et un jour, un homme m'a dit qu'il trouvait mes seins magnifiques. Il m'a suffi d'une seule phrase pour que maintenant, je sois complètement OK avec moi-même, en fait. Enfin, avec ma poitrine, en l'occurrence. Et puis, se retrouver belle dans le regard des autres, mine de rien, ça facilite les choses aussi pour gagner confiance en soi. Est-ce que tu as eu des expériences que tu t'attendais pas du tout à vivre? Oui. Mais là, c'est mon shame absolu. Ok. Ouais. cette tension. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais pour moi, c'est au niveau de mes valeurs, c'est vraiment compliqué de vivre avec ça. Dans mes années master, j'avais rencontré un garçon. Honnêtement, je pense que j'étais tombée amoureuse de lui et j'ai jamais osé me dévoiler. Et après, j'ai déménagé, on s'est perdu de vue et il s'est marié. Et un jour, on a craqué et alors qu'il était marié, on a fait quelque chose. Dans mon esprit, c'était le mien, c'était pas le sien. J'étais là avant et c'est horrible et je m'en veux tellement. Donc, ouais, ça, je pensais que jamais je le ferais. Le coup d'un homme marié, et d'ailleurs, ça a été la seule fois. C'est le seul partenaire avec qui t'as couché qui était en couple? Ouais. Enfin, je le crois. Ouais, de ce qu'on t'a dit, quoi. Oui, voilà. Parce que une fois, j'ai couché avec quelqu'un et c'est le lendemain matin, la tête sur l'oreiller, qui me dit, en fait, je suis avec quelqu'un depuis 3 ans, je culpabilise trop et tout. Mais là, en revanche, je m'en veux absolument pas. À un moment donné, je culpabilise des informations que j'avais à la base. Je peux pas culpabiliser de ce qu'on ne m'a pas dit. C'est lui avec lui-même là-dessus. Ouais. Je pense que en entendant ton témoignage, il y a sûrement plein de meufs que ça va libérer aussi et qui peut-être ont cette envie-là d'explorer leur corps, d'explorer leur sexualité, de rencontrer d'autres partenaires. Je pense que c'est bien aussi d'expliquer que
ça se fait aussi dans un cadre et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Exactement. Toi qui as exploré un peu tout ça, est-ce que tu as aussi eu des mauvaises expériences? Bien sûr. Bien sûr. Bah, celle-ci, par exemple, c'était pas super agréable. Est-ce qu'on parle aussi de toutes ces fois où, avec le recul, MeToo m'a énormément aidée, parce que je te le répète, ma période face, c'était 2013-2014. MeToo, c'est 2018-2019. MeToo m'a fait revoir toute cette période-là avec un autre regard. Et j'ai pu comprendre notamment des mécanismes où j'aurais voulu dire non. Et en fait, c'est même pas j'aurais voulu dire non, c'est que je ne voulais pas, mais je ne m'entendais pas. Je ne m'entendais même pas dire non. En fait, le non n'effleurait pas mon esprit. Je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de femmes. Honnêtement, je pense que oui. Mais l'éducation a fait que je n'ai pas appris à dire non. Et donc, du coup, avec le recul, il y a certaines situations dans lesquelles, en fait, j'étais pas du tout à l'aise. Et il y en a une notamment où on était clairement dans une situation de viol. C'est la connaissance d'une connaissance qui est censée me ramener chez moi. Et finalement, sur le trajet en voiture, je le vois bifurquer. Sauf que le mec, il a des biceps qui sont plus gros que mes cuisses. Il a un mood, mais tu sais, tu sens l'énergie. Tu sens l'énergie que ce gars, tu lui dis quoi que ce soit, il peut partir en vrai. Et en fait, je le vois, il bifurque sur la route et il m'emmène dans un appartement. Et en fait, mais il y a pas un mot, il y a rien. Hein. Mais je sais très bien ce qui va se passer. Et donc, je me mets en mode grosse salope. Je sais ce qu'il veut. Je vais le faire cracher le plus rapidement possible et je rentre à la maison. Ça, c'était vraiment difficile. En fait, j'avais des flashs de ce moment-là, mais je captais pas. Et c'est quand il y a une nana, pendant toutes ces interviews MeToo, qui a dit à un moment donné, mais le viol, c'est pas juste, on est dans une ruelle, on se fait frapper à mort et en même temps on est violé. Non. Le viol, c'est à partir du moment où tu voulais pas. Et moi, là, je voulais pas. J'étais complètement dans une situation où j'ai été esseulée face à un homme qui avait une énergie violente et voilà, on était clairement dans une situation de viol. Et je pense que d'avoir eu beaucoup d'expériences, ben mine de rien, c'est moins traumatisant que si ça avait été mon deuxième partenaire, par exemple. Tu vois. Est-ce que ça a quand même impacté, suite à cet événement-là, les relations sexuelles que tu as eues derrière? Non, parce que en fait, il y a eu un délai assez long avant que je percute que c'était un viol. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai continué à vivre ma vie. Je te dis, avec de temps en temps ces flashs qui revenaient, mon estomac qui se serrait, je comprenais pas trop pourquoi. Et à partir du moment où j'ai posé ce mot-là sur ce moment-là, j'ai pleuré un bon coup. Et puis on passe à autre chose. C'était lui. C'est sa faute à lui, c'est la faute de personne d'autre. Et je vais pas commencer à ancrer ce mal dans mon corps et de ma sexualité. Il en est hors de question. J'ai eu trop de moments de joie avant ça pour le laisser pourrir le reste. En revanche, j'aimerais bien porter plainte. J'aimerais bien le retrouver, celui-là. Un jour, je mènerai mon enquête sur Bordeaux. Ouais. Qui dit multiplicité de partenaires, dit multiplicité de contraception. Est-ce que toi, t'as chopé des maladies là-dessus, enfin des infections là-dessus? Et est-ce que c'est quelque chose que t'as réfléchi aussi de dire comment, est-ce que j'ai toujours des capotes sur moi ou des trucs comme ça, quoi? J'ai découpé cette question en plusieurs parties. En premier, la grossesse. J'ai énormément de mal avec les contraceptifs. Je réagis très mal aux hormones. Mais quand je dis que je réagis très mal, la pilule me donnait des tendances suicidaires. C'est-à-dire que tous les mois, juste avant mes règles, j'avais des envies de mourir. Mais vraiment. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était un des effets secondaires de la pilule. Je prenais du poids, une libido zéro. J'ai essayé la pilule, j'ai essayé le Nuvaring. Donc, c'est un anneau qu'on met dans le vagin. J'ai essayé l'implant. Pendant 9 mois, j'ai eu mes règles non-stop. Enfin, vraiment, ça a été compliqué. J'ai essayé le stérilet cuivre, sans hormones. Mais alors, le corps étranger, j'y arrivais pas. En plus, j'avais un partenaire qui était bien membré et il sentait le stérilet au bout. Ça pouvait le blesser de temps en temps, ça lui faisait mal. Catastrophe. Tu parlais du cadre, que normalement, il faut faire ces expériences dans un cadre. Et la contraception en est un. On ne doit pas y déroger. J'y ai dérogé. Maintes et maintes fois. Je ne mettais pas la capote. Je faisais des tests très régulièrement. Dieu merci, ça s'est bien passé. Une fois, j'ai reçu un coup de fil
d'un de mes d'une de mes conquêtes qui me dit bon Morgane, comment te dire que j'ai des chlamydia et que chez la femme c'est asymptomatique, donc va te faire dépister et vois. Il a eu l'intelligence de le faire, je le remercie encore pour ça, parce qu'effectivement j'avais chopé des chlamydia, donc c'est un coup d'antibiotiques et on n'en parle plus. Et en 10-15 ans de sexualité libre, c'est la seule fois où j'ai chopé quelque chose. À l'heure actuelle, maintenant, à 34 ans, je mets la capote. Il y a plus de blagues. Ah non, comme tu dis, je suis passée entre les mailles du filet, mais c'est tirer la queue du diable à un moment donné, j'ai pas envie de jouer à ça. Parce que c'est vrai que t'as plein d'histoires de gens, malheureusement, même avec beaucoup moins de partenaires, il suffit d'un partenaire pour attraper quelque chose de plus grave. Ah non, vraiment, hein. J'ai eu de la chance, je le sais. Est-ce que tu fais la différence entre le sexe pour le plaisir et le sexe avec un lien émotionnel? Oui. Je baise ou je fais l'amour. L'ambiance n'est pas la même. Le toucher n'est pas le même, la sensibilité n'est pas la même, l'écoute n'est pas la même, la douceur n'est pas la même, la tendresse n'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Est-ce que le plaisir est équivalent? Le plaisir est beaucoup plus fort quand je fais l'amour. Et pour toi, faire l'amour, c'est forcément en couple ou ça peut être un coup d'un soir où tu fais l'amour? Ça m'est arrivé. En fait, c'est une forme d'amour. Je le répète, toutes mes intentions étaient positives, en fait. Quand je choisissais un homme, parce que c'est ça, hein, j'ai choisissais. Quand je vais en soirée, j'ai plusieurs hommes potentiellement qui sont attirés par moi. Donc, je choisis celui avec qui je voulais être. Et il y en a certains avec qui c'est un coup de cœur immédiat, évidemment. Évidemment. Et dans ces cas-là, c'est un moment d'amour. C'est pas un moment d'amour amoureux, mais c'est un moment d'amour universel. Est-ce que t'es déjà tombé sur quelqu'un qui a totalement bloqué sur ton body count? Non. Déjà, je veux pas... Là, maintenant, tu sais que j'ai l'impression de faire un coming out. Hein. Parce que là, mine de rien, ça scelle toutes mes relations futures. C'est-à-dire que là, à partir de la diffusion de cette interview, toutes les personnes que je rencontrerai potentiellement sauront que j'ai eu un body count élevé. Oui, parce que ça reste de l'ordre de l'intime. T'es pas arrivé avec un blouson avec marqué dans ton dos « J'ai couché avec plus de 100 hommes ». Exactement. J'ai essayé une fois dans une relation de pas le dire, mais du coup ça me bloquait au lit, dis-toi, parce que je me disais qu'il fallait pas que je sois trop cochonne pour pas qu'ils se disent oh là là quoi, celle-ci elle a dit au revoir. Et ça me va pas du tout en fait. Je préfère être honnête et en vrai de vrai ça fait le tri. Ouais. Ça fait le tri. Parce que quelqu'un qui, pour qui mon body count bloque, c'est que déjà, tu mets ma valeur sur le nombre de pénis qui a été introduit dans mon vagin, mais tu loupes tellement tout ce que je suis, en fait. Est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un pour qui t'apprécie? Moi, j'ai eu une période comme ça où j'avais très peu confiance en moi et j'avais l'impression que ma valeur dans des relations de séduction, tu vois, homme-femme, j'avais l'impression que ma valeur pouvait dépendre de ce truc-là, tu vois. Si je sentais que la personne en face attendait plus, bah peut-être que des fois j'étais pas 100%, j'avais pas 100% envie, mais je me disais la personne va beaucoup moins m'aimer si on se dit stop maintenant, etc. Est-ce que toi t'as déjà ressenti ce truc-là? Légèrement à côté, ce sera pas la peur du manque d'amour, c'était la peur de la solitude. Je pense qu'à un moment donné, j'en étais à combler ma solitude avec ce genre de relation. Ça, c'est pas bon du tout. Depuis, j'ai fait un travail sur moi et j'apprécie beaucoup plus ma solitude et je pense que ça me permet aussi d'être beaucoup plus à cheval sur les critères des hommes avec qui je partage des moments intimes maintenant aussi. Est-ce qu'après une relation sexuelle, tu t'es déjà senti vide ou dans un mood un peu négatif, peut-être dans le regret ou de dire ça m'a pas apporté le plaisir que j'attendais? Sur la fin de ma période faste, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté et que j'ai pris du temps pour moi, de me recentrer sur moi et sur le besoin de solitude, etc. et l'amour de moi-même. Quand tu commences à coucher avec des gens pour combler ta solitude, c'est pas bon, parce que quand il part, t'es de nouveau seul avec toi-même et en plus, bah il est parti. Donc en fait, t'es en négatif. Là où t'étais en neutre au niveau de la solitude, après tu passes en négatif parce qu'on t'a enlevé quelque chose. J'écris beaucoup et à cette époque-là, j'avais écrit un texte, il était vraiment sombre sur cette perspective de je suis vide en fait. Je suis vide. Si jamais tu rencontres un homme qui te dit j'ai couché avec 400, 500 femmes. Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que déjà tu peux coucher avec lui? Ouais.
Et est-ce que tu peux même envisager une relation de couple? Ça m'est arrivé, je suis restée 3 ans avec lui. Et en fait, ben moi, c'était hyper motivant dans ma vie intime parce que c'était le défi. T'étais en concurrence avec toutes ces femmes? J'étais en concurrence avec plein de femmes. Fallait que je lui fasse oublier toutes les autres, quoi. Tu vois, l'inverse, quand je te disais au tout début de ma vie, c'était terrible parce que j'avais une jalousie maladive. Maintenant, c'est une source de motivation presque. C'est bizarre de dire c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ouais, ça me dérange pas. Et puis, qui serais-je pour exiger que la personne avec qui je partage ma vie n'a pas vécu des expériences, et même s'il est dans l'extrême, ben je l'ai été aussi. Donc, je peux pas le juger. Est-ce que t'as déjà eu peur d'être perçu différemment en partageant ton histoire? Parce que c'est quand même de l'ordre de l'intime, tu vois. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des gens qui vont faire « Oh, waouh, je voyais pas du tout cette personne comme ça ». Je pense que je suis d'une nature où ça se voit que... Je sais pas comment le mettre, comment finir ma phrase, mais je pense que je suis joviale. Je suis très, très joviale. Donc, je pense pas que les gens seront choqués d'apprendre ça. En revanche, je vais pas te cacher que depuis que tu m'as contactée, tous les jours, j'ai réfléchi à vraiment l'objectif que je voulais atteindre avec cette interview, parce que c'est un temps de parole que tu me donnes. Et donc oui, je pense que là, c'est mon anniversaire ce week-end, je vais être avec ma famille. Je vais faire mon coming out de bon les gars, possiblement vous allez avoir une vidéo de moi où je parle de mes multiples conquêtes. Soyez pas surpris. Je vais faire un coming out auprès de ma famille, ouais, clairement. Clairement. Si tu pouvais donner un conseil à la Morgane qui va faire sa première fois et qui est en train de découvrir sa sexualité, ce serait quoi? Apprends à dire non. Apprends à dire non. Vraiment, hein. Écoute-toi. La moindre petite couche de pensée qui est pas sûre, qui est hésitante, tu dis non. Ouais, vraiment. Est-ce que ça passe par apprendre à moins penser et plus se reconnecter avec son corps? Parce que des fois, la tête essaie de rationaliser, alors que le corps dit non totalement. Ouais, il y a cette notion-là. Et quand le non pop à la tête, il faut que la bouche l'exprime. Clairement. J'ai vu sur Insta, tu fais de la danse. Ouais. J'ai l'impression qu'à travers la danse, comme à travers le sexe, t'as une quête de te réapproprier ton corps, qui est d'ailleurs une quête que tous les gens qui font de la danse ont, se réapproprier son corps, son énergie, sa force. Est-ce que chez toi, dans ton passé, il s'est passé quelque chose qui fait que t'as cette quête de devoir absolument réapproprier ton corps? Je suis en quête de savoir ce qui s'est passé dans mon passé. C'est un cheminement qui se fait au fur et à mesure, qui pourrait expliquer aussi pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu cette phase d'hypersexualité. Pourquoi j'ai des flashs. Je suis en train de travailler et je pense que je vais bientôt me tourner vers des spécialistes post-traumatiques. Parce que oui, en fait, malheureusement, je peux te parler qu'au conditionnel parce que ce sont des souvenirs d'enfance et que quand c'est des souvenirs d'enfance, on n'a pas tendance à y croire. Mais plus ça va et plus je me dis que bon, justement, j'étais enfant, je vois pas trop pourquoi est-ce que j'irais inventer ce genre de choses. Et donc, ouais, probablement qu'il y a ça derrière ma quête du corps, la maîtrise du corps. Dans tous les cas, encore une fois, Dieu merci d'avoir cette vie parce que j'en apprends tous les jours. Sur moi, sur les autres. Peu importe encore une fois la cause, ce qui compte c'est le chemin derrière et ça me va très bien. Et s'il a fallu que je vive des violences sexuelles quand j'étais petite pour en arriver là, et ben soit. Je veux pas que ce soit un traumatisme. C'est quand les moments où t'as ressenti le plus d'intimité avec quelqu'un? Je trouve que la notion d'intimité, elle est intéressante parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure en effet, de sentiments, d'amour, de baiser ou faire l'amour. L'intimité dans la sexualité, elle est pas toujours placée là où on pourrait l'imaginer. Il y a quelques jours de ça, j'étais avec la personne que je côtoie à l'heure actuelle. Et en fait, après un orgasme, je me suis mise à pleurer. Et c'était pas des pleurs de joie. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a eu un court-circuit dans mon cerveau et j'avais l'impression que ça me renvoyait à une agression alors que je savais qu'il m'agressait pas. Et en fait, Dieu merci, lui, quelques jours avant, il avait lu un article sur les femmes qui pleuraient après l'orgasme et du coup, il a su réagir parfaitement.
Il a accueilli ma parole, il a été tout doux, tout compréhensif. Et là, c'était un moment d'intimité très fort parce que j'étais très vulnérable. Ça me renvoyait à quelque chose. Encore une fois, toute cette agression, pour moi, c'est de l'ordre du souvenir un peu éthérique. Je suis pas trop sûre de ce qui se passe. Je le ressens dans mes tripes, tu vois. Juste après un orgasme, je me mets à avoir ce genre de ressenti. Et il a été vraiment tout doux avec moi. Et je trouve que là, on était vraiment dans une intimité très précieuse. Tu t'es demandé, à un moment, si t'avais quelque chose de pas normal en toi, que cette libido, elle était pas normale? À aucun moment. Non, parce que encore une fois, on n'était pas sur de la pensée invasive, on n'était pas sur de la masturbation frénétique, sur une quête de partenaire sexuel, comme si je partais à la chasse. Nope, on n'était pas là-dessus, donc ça n'a pas vraiment impacté ma vie, donc non, j'ai jamais vu ça comme un problème. C'est cool parce que je pense qu'il y a aussi plein de personnes qui vivent dans la culpabilité, tu vois, de ce truc-là. Ouais, grave. De se dire, ah non, je suis pas normal, et c'est presque pire, en fait. Parce que du coup, c'est des gens qui s'empêchent d'être eux-mêmes. Et je pense que le moment où t'es très mal avec toi et où tu deviens aussi mauvais pour les autres, c'est quand t'es mal avec toi-même et que tu t'assumes pas pleinement. Et alors la sexualité, c'est le sujet où si tu n'es pas droit avec toi-même, les conséquences sont désastreuses. La sexualité, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité en toi, c'est la vérité avec l'autre, c'est la vérité dans votre relation, c'est la vérité. Si t'es pas vrai en toi, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour finir, toutes ces années d'expérience sexuelle, tout ton parcours, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? J'aime beaucoup qui je suis. J'aime beaucoup qui je suis devenue. Il y a une période où je ne m'aimais pas, je pense comme tout le monde. Ça m'a appris que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, de tolérant, de généreux, d'accueillante, d'agréable, de curieuse. J'ai beaucoup d'amour à donner. Je suis quelqu'un de très fidèle. Ça aussi, c'est une des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme quoi les femmes avec un body count élevé seraient plus à même de tromper ou ce genre. Mais pas du tout. En fait, c'est même... En tout cas, pour moi, c'est le sens inverse. C'est-à-dire que ça y est, j'ai fait mes expériences, j'ai fait ma vie, ma curiosité est tarie. Si je me pose avec quelqu'un, j'aurais pas de crise de la quarantaine. Tu vois ce que je veux dire? La crise de la quarantaine, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai fait toutes mes expériences dans la vingtaine. Maintenant, je suis chill, quoi. Voilà, donc je suis très fidèle, je suis très loyale. Voilà, ça m'a appris... je suis très belle. Voilà, c'est ça. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ta confiance, encore une fois. Merci à toi. Et je trouve que c'est un message qui est très important. Je pense que ça fera écho à plein de femmes, mais aussi plein d'hommes, je pense, tu vois, qui ont pas forcément ces témoignages-là. Moi, je suis très content d'avoir eu ce témoignage-là avec toi, parce que c'est des discussions que j'avais jamais eues avec personne. Bah ouais. Et je trouve que t'es quelqu'un de très touchant, donc c'est d'autant plus agréable. Merci beaucoup.